mise sur le Bitcoin sur décision présidentielle. Cette crypto-monnaie devient monnaie officielle du pays. La véritable identité du créateur de Bitcoin ne serait pas, comme on l'a cru pendant longtemps, un Américain d'origine japonaise, mais bien un Australien, un expert en cryptographie. Depuis l'invention du Bitcoin en 2009, les gens n'ont eu de cesse de chercher à poser un visage sur le découvreur de cette monnaie électronique. Une monnaie dont la valeur a énormément progressé ces dernières années, et ceux qui ont hésité au début commencent un peu à le regretter. Et c'est ce qui arrive à ceux qui résistent à l'innovation ou à l'appel du changement. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une leçon qui va t'aider à croître personnellement et qui va changer totalement ta manière de voir les choses. Si tu restes jusqu'à la fin, tu repartiras avec un autre regard sur les choses et sur le monde. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager cette vidéo. Surtout, active la cloche de notification pour ne pas louper la prochaine émission. Ne bouge pas. Le Bitcoin est la première monnaie numérique basée sur la technologie de la blockchain. Et depuis son invention, on a eu de cesse de chercher à poser un visage sur la personne ou les personnes qui se cachent derrière Satoshi Nakamoto, qui est le pseudonyme de celui ou de ceux qui ont inventé cette monnaie électronique. Il y a plusieurs supputations sur la question. Et la dernière en date, c'est celle de Elon Musk, qui, il y a quelques semaines, lors d'une interview sur un podcast, a évoqué le nom de Nick Szabo. Sans doute parce que Nick a beaucoup travaillé sur la question de la monnaie cryptographique. Mais nous ne sommes pas là tellement aujourd'hui pour parler des enquêtes qui se trament autour du mystérieux découvreur ou inventeur du Bitcoin, cette monnaie révolutionnaire, ou alors de la blockchain. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre pourquoi certaines personnes ont tendance à résister à l'innovation, à résister au changement. Et comment apprivoiser le changement à notre avantage, à ton avantage. Le Bitcoin n'a pas attiré grand monde à ses débuts. Les gens préférant n'y voir que du négatif. Ses détracteurs se relayaient au pupitre pour souligner le fait que c'était un danger. Je parle là des banques qui ont accusé le Bitcoin d'être une menace pour la stabilité monétaire mondiale. Je dois avouer que moi-même, à l'époque, nous sommes dans les années 2011, 2012, j'avais une amie qui m'invitait à des séminaires, je voulais pas en entendre parler parce que c'est quelque chose qui était assez lointaine pour moi. Et donc, j'ai été comme vous autres, comme toi qui m'écoutes à l'instant, qui me regarde, réfractaire à l'innovation. Il y a beaucoup de variations sur le marché, au niveau du prix, que ça peut s'effondrer, que ça peut remonter. L'exemple d'Elon Musk a bien montré qu'en fait, un seul homme a un tel impact qu'il peut faire monter ou baisser le cours des crypto-monnaies d'un seul coup et ruiner plein de gens. Et du coup, c'est vrai qu'en tout cas, je le ferai pas. C'est pas rassurant comme concept pour moi. J'ai un tout petit portefeuille, mais c'était un peu pour m'amuser. Ma sœur a acheté d'ailleurs, mais bon, elle a perdu beaucoup. Mais de l'autre côté de la rive, les autres essayaient de comprendre cette technologie, de l'apprivoiser, en créant d'autres crypto-monnaies. Et 12 ans plus tard, l'histoire semble leur donner raison. L'histoire semble donner raison à ceux qui y ont cru, à ceux qui ont pris le risque d'adopter cette innovation. J'en veux pour preuve que la valeur d'un seul Bitcoin aujourd'hui. C'est pas pour faire tellement la promotion du Bitcoin. En fait, ce que j'essaie de mettre en évidence ici, c'est que les gens vont résister à l'innovation. Mais ceux qui vont tenter le coup, qui vont prendre le risque pour être de gros bénéficiaires, si les choses finissaient par aller bien, et tu ne peux pas savoir si les choses vont aller bien ou pas, si tu n'essayes pas, si tu n'échoues pas, si tu ne sens pas que tu es en train de prendre un risque, c'est que tu n'es pas en train d'avancer en fait. Tu es dans la quête de la stabilité, de la zone de confort, et donc dans l'inertie. C'est vrai que les crypto-monnaies fluctuent en fonction du marché, c'est-à-dire de l'offre et de la demande,
Mais on ne peut pas s'autoriser à perdre de vue le fait que la crypto-monnaie a fait des milliardaires dans le monde. Je vous prends l'exemple des frères Winklevoss. Vous voyez les frères qui ont eu des démêlés judiciaires avec Mark Zuckerberg au sujet de l'idée de création de Facebook. Ils disaient avoir été là dès le début, avoir été dans la genèse du projet Facebook. Et pour les dédommager, pour taire cette guéguerre, Mark Zuckerberg leur avait reversé, je crois, un peu plus de 60 millions de dollars. Et eux, depuis 2012, ils investissaient dans le Bitcoin, en apprenant à maîtriser le Bitcoin, en apprenant à maîtriser la technologie de la blockchain. Et aujourd'hui, ces frères Winklevoss pèsent chacun 3 milliards de dollars grâce à leur investissement dans la crypto-monnaie, dans le Bitcoin, depuis 2012. Que ce soit Robert Kiyosaki, qui est considéré aujourd'hui comme le père de la liberté financière, depuis qu'il a écrit en 1997 son livre « Père riche, Père pauvre », ou encore Elon Musk, qui est quand même la plus grosse fortune mondiale, patron de plusieurs entreprises, Tesla, SpaceX et bientôt une marque de téléphone. Tous sont aujourd'hui unanimes sur le fait que la crypto-monnaie, c'est l'avenir. Lorsque l'électricité est arrivée en Hexagone, je vous parle de l'Europe, je vous parle de l'Amérique, à la fin du 19e siècle, les gens ont eu énormément peur. Les gens voyaient l'électricité comme un danger, comme une bombe à retardement qui pouvait à tout moment mettre un terme à l'existence de l'humanité. C'était pareil pour l'invention de la voiture. C'était pareil pour l'invention de l'avion. C'était pareil pour l'invention du train. Et maintenant, c'est la crypto-monnaie et toutes les autres innovations en cours qui font l'objet de tous les fantasmes, de toutes les suppositions. En fait, d'où vient la peur du changement? D'où vient le refus du changement? D'où vient la résistance au changement? La résistance au changement vient du fait qu'on a peur de l'inconnu, qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne comprend pas. L'être humain a toujours eu peur de ce qu'il ne connaît pas, de ce qu'il ne comprend pas. Et donc, comment donc cesser d'avoir peur de l'inconnu? C'est d'apprendre à maîtriser l'inconnu, à comprendre l'inconnu. Et ça passe par l'information, la formation. Ça passe par les connaissances sur ce qui est le socle de nos inquiétudes. Tu as peur de quelqu'un? Mais apprends à connaître la personne. Parfois, la peur d'une chose fait plus de mal, nous cause plus de tort, nous fait plus de la peine que la chose elle-même. Combien de fois t'es-tu rendu compte que quelqu'un n'était pas ce que tu croyais après l'avoir vraiment connu? Au lycée, je me souviens, j'étais en classe de 3e, il y avait un nouvel élève qui était arrivé dans notre lycée et un jour, je faisais ma route pour la maison autour de 16h et nos chemins se sont croisés. Et là, on a discuté pendant le chemin. Et le lendemain, il arrive en classe et il me fait savoir, Ferry, vraiment, j'étais loin de m'imaginer que tu étais quelqu'un d'aussi sympa. Parce qu'en fait, je m'étais fié à ton apparence. T'avais l'air nerveux, t'avais l'air de quelqu'un qui rit pas beaucoup, que tu étais quelqu'un dont il ne fallait pas franchir les 5,50 m. En fait, il s'était fié à mon apparence. Il m'avait jugé avant de m'avoir vraiment connu. La peur de l'autre vient du fait qu'on ne le connaît pas. Et comment vaincre cette peur, pour me répéter, c'est d'apprendre à maîtriser la chose. C'est de se former, c'est de s'informer afin d'apprivoiser la chose. C'est de percer le mystère qui nous maintient dans la peur ou bien dans la considération que l'autre ou que l'enfer c'est l'autre. L'autre chose, c'est d'être ouvert d'esprit. Quelqu'un disait, l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Quand tu es ouvert d'esprit, tu as plus de facilité d'apprendre. Tu as plus de facilité d'avancer, de progresser. Tu as plus de facilité de découvrir
de nouvelles choses, de nouveaux univers. Là, c'est quand tu es ouvert d'esprit. L'esprit craintif et fermé voit le risque, là où l'esprit ouvert et réceptif voit l'opportunité, voit une occasion en or pour enfin passer d'un point A à un point B. Selon la courbe de diffusion de l'innovation de Roger, les consommateurs, face à un nouveau produit, face à la nouveauté, face à l'innovation, sont répartis dans 5 catégories. Catégorie numéro 1, les innovateurs. Ce sont ceux qui sont ouverts à l'innovation, qui vont aller acheter le produit. Dès qu'ils ont entendu que le produit est là, qu'il y a quelque chose de nouveau, ils seront les premiers à courir pour découvrir ce que c'est, sans avoir consulté l'avis des uns et des autres. Et cela représente seulement 2% de la population mondiale. Catégorie numéro 2, les early adopters, les premiers adeptes. Ceux-là aiment bien acheter les produits innovants, d'accord? Et essayent de donner leur avis, de donner leur opinion. Ils représentent 13% de la population mondiale. En troisième position, on a la majorité précoce. Les gens dans cette catégorie sont un peu réfléchis. Ils attendent d'avoir les avis des autres. Ils consultent. Est-ce que ce produit est bon? Est-ce que tu as essayé? Est-ce que ça va? Ils attendent d'avoir le retour d'expérience pour prendre une décision. Et cela représente 34% de la population mondiale. En quatrième position, on a la majorité tardive. Cette majorité-là attend que le produit soit employé par la majeure partie de la population et attend également les retours d'expérience, les avis des uns et des autres pour se décider à adopter l'innovation. Ils sont très influencés par les avis des autres, ils attendent d'entendre ce que les gens en disent pour enfin décider de franchir le pas. Cela représente 34% de la population. Et en cinquième et dernière catégorie, on a les retardataires. Les retardataires sont très logiques. Ils sont très rationnels. Ils vont attendre que le produit, on va dire, passe de mode carrément pour utiliser à leur tour. C'est ceux qui ne veulent courir aucun risque. Ils veulent du risque zéro en fait. Ils ne veulent pas se risquer, ne serait-ce qu'à 1%. Parce qu'ils sont très logiques, d'accord? Or, ta logique devient un problème si elle t'empêche d'avancer, si elle devient un frein pour ta croissance personnelle, si elle te colle sur place et t'empêche de prendre des initiatives, ok? Selon cette courbe d'adoption de l'innovation, les gens très logiques sont finalement des suiveurs, des attentistes. Et il y a une pensée pour confirmer ça. Cette pensée qui dit que la logique t'amène d'un point A à un point B, mais l'imagination t'amène partout où tu veux. Et qui sont ceux qui ont fait des grandes choses dans ce monde? C'était des gens créatifs, imaginatifs, ouverts à l'innovation, ouverts au changement. Donc, selon cette courbe, les gens logiques ne font pas forcément de bons leaders parce qu'ils sont attentistes. Ils essaient de tout comprendre, de tout maîtriser pour minimiser le risque à zéro alors que la vie continue. Alors, est-ce que d'après cette courbe, tu te considères comme un leader ou un suiveur? L'émission touche à sa fin et, pour pas déroger à la règle, je t'invite à lâcher ce commentaire. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'être le leader et non le suiveur. À très bientôt.